Autour de Gaza. Gaza, les difficultés. Gaza, toujours ce blocus israélien inhumain. Gaza, la souffrance. Gaza, mais Gaza, la résistante. Gaza, la volonté. Gaza, la vie. Gaza, la liberté. Gaza, le courage. Gaza, la détermination. Gaza, la dignité. Gaza, l'avenir. Et Gaza, l'espoir. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 22 mai 2016. Il fait beau à Gaza. Au plaisir de vous retrouver en direct depuis Gaza avec votre émission hebdomadaire Bonjour de Gaza la vie. Et on va essayer d'aborder avec notre invité la situation actuelle dans les territoires palestiniens est marquée par 4 éléments. D'abord, le soulèvement populaire, notamment en Cisjordanie. Après les dernières agressions israéliennes contre la bande de Gaza de 8 mai. Puis le gouvernement israélien a refusé officiellement l'initiative française de la paix et récemment la nomination de l'extrémiste Lieberman comme ministre de la Défense dans le gouvernement de Netanyahou. Donc pour aborder cette situation, pour analyser ces différents événements et les perspectives, on a le plaisir d'inviter dans le studio M. Rami Aboujamous, journaliste francophone de Gaza. Bonjour, Monsieur Rami. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Très bien. Donc voilà, au plaisir d'être avec nous. Vous êtes venu au début de nos émissions, donc en novembre 2015. 9 mois, donc nous sommes en mai 2016. 9 mois après, qu'est-ce qu'elle a changé en Palestine, Rami? Je ne veux pas être pessimiste, mais on peut dire que rien n'a changé pour le moment. Au contraire, surtout pour la bande de Gaza, je crois que les choses vont de pire en pire. Surtout le blocus s'est imposé sur la bande de Gaza, ça empire de pire en pire. Donc voilà, presque 2 ans après la nouvelle offensive militaire israélienne de 2014, de l'été 2014, de 50 jours de bombardement aveugle contre les civils de Gaza, en juillet 2014, donc presque 2 ans après, rien n'a changé à Gaza. Donc ça montre un peu le blocus est toujours là, la fermeture de frontières. Aucun projet de reconstruction privé-public a commencé. Pourquoi, à votre avis, Gaza elle est connue, ou elle est, comment on s'appelle ça? On parle beaucoup de Gaza quand il y a de la clash, quand il y a des morts, quand il y a du sang, quand il y a des bombardements. Mais quand la situation est stable, comme actuellement stagnante, on parle moins de Gaza. C'est ça le problème, c'est que malheureusement il faut toujours avoir du sang pour que le monde parle de nous. Quand il s'agit d'une guerre contre la bande de Gaza ou bien quand il s'agit d'une incursion ou escalade, tout le monde en parle. Mais quand la guerre est finie, malheureusement les médias y parlent plus. Mais le problème c'est que la guerre militaire est finie, mais la guerre est toujours à Gaza. La reconstruction, il y a pas d'avancement. Ça fait 2 ans que la guerre est finie, de 2014. On parle juste à peu près d'entre 25 et 30% des maisons qui ont été totalement détruites a été reconstruite, et ce qui est rien du tout. Les gens ils sont toujours dans les pardon. Dans les caravanes. Dans les caravanes, ils sont toujours dans les. Il y a ceux qui ont des apparts à louer, mais malheureusement, il y a personne qui a parmi la grande majorité, ils n'ont pas pu reconstruire leur maison. Et là, récemment, les Israéliens, ils ont interdit le ciment. Ça fait à peu près 3 mois à peu près qu'il y a plus de ciment qui entre. Et on sait très bien qu'un sac de ciment à Gaza égale 80 métiers. Donc il n'y a pas ce sac de ciment, il y a 80 métiers qui ne travaillent pas, il y a 80 familles qui n'ont pas de revenus. Et donc la situation va de pire en pire. Voilà, donc voilà pour la situation à Gaza. Rien n'a changé 2 ans après. Maintenant, on va analyser ensemble les 4 événements qui se sont déroulés au mois de mai, donc récemment, soit en Cisjordanie, soit dans la bande de Gaza, soit des événements donc politiques ou des événements sur le terrain, soit des initiatives politiques. On va commencer par le soulèvement populaire. Quand vous êtes venu le mois d'octobre 2015, c'était le début
de ce soulèvement populaire et tu as bien analysé la situation sur les raisons de ce soulèvement populaire. Tu as parlé de désespoir total de ces jeunes palestiniens âgés de 20-22 ans, ça veut dire la génération Oslo, qu'il a le ras-le-bol de cet échec de processus de paix et que tu as parlé que ces jeunes, ils avaient moins de confiance dans les partis politiques. C'est pour cela ils ont pris leur sort en main, ils ont essayé par les pierres, ils ont essayé par leur poitrine nue d'affronter les colons et les soldats israéliens qui malheureusement presque tous les jours au quotidien essayent de attaquer et agresser les Palestiniens, et notamment dans les villages et les villes palestiniennes en Cisjordanie. Maintenant, ce soulèvement populaire, ça fait presque maintenant 9 mois depuis ce début de ce soulèvement populaire. On est entré dans le 9e mois. Le 1er juin, ce sera le 9e mois de ce soulèvement populaire. On a remarqué qu'il y a une baisse dans les attentats le dernier mois. Donc, à votre avis, pourquoi on peut pas dire que c'est un recul mais il y a moins d'attentats au début de ce soulèvement. On a vu qu'il y avait des femmes, il y avait des jeunes hommes, des jeunes femmes, des garçons, même des enfants qui ont eu le courage d'aller donc attaquer les colons et les soldats et même tuer des soldats et des colons qui se trouvaient d'une façon illégale dans des territoires reconnus occupés par les lois internationales. Pourquoi, à votre avis? D'abord, comment tu vois le processus de ce soulèvement populaire? Est-ce que ça continue? Est-ce qu'il y a une baisse? Et s'il y aura une baisse, quelles sont les raisons à ton avis? Non, c'est pas question qu'il y a une augmentation, une baisse de tentatives ou d'attaques ou pas, mais moi je vois les choses autrement. Déjà, c'est les mesures prises par les Israéliens contre la jeunesse en général, que ce soit en Cisjordanie ou bien la jeunesse à Jérusalem, et la séparation entre les Israéliens et les Palestiniens, le renforcement de plus en plus des mesures de sécurité. Plus de mesures de sécurité au niveau des Israéliens et surtout au niveau des colons. Et en même temps, malheureusement, ces gens-là ou bien ces jeunes qui voulaient bouger tout seuls sans avoir le soutien des factions politiques, c'était un avantage, mais c'était aussi un défaut, parce que malheureusement on n'a pas vu que ces factions ont supporté ces jeunes-là. Et en Cisjordanie, il y a aussi l'autorité palestinienne en Cisjordanie, ils voulaient pas que ça évolue, ce soulèvement ou bien cette intifada, et ça devient une intifada militaire. Donc il y a eu beaucoup plus de prise de sécurité et coordination entre les Palestiniens et les Israéliens. On s'excuse, on a un appel. Allô? Allô? Oui. Bonjour, c'est Bara'a. Bonjour Bara'a, ça va? Oui, ça va très bien, merci. Et vous les deux? Tu es toujours fidèle à l'émission. Bonjour, c'est Ravi. Ça va? Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Toi, tu es invité, toi, tu appelles. Donc, ça va? Tu es en période d'examen, c'est ça? Ah oui, je suis dans plein période d'examen. Dommage, j'aurais un. Donc, voilà. Bon, mais je voudrais juste participer pour notre cher professeur, M. Rami. On t'écoute. Merci. Est-ce que tu as une question? Est-ce que tu as une chose à dire à l'émission, M. Rami? Oui. En fait, juste, je lui souhaite tout le meilleur, mais en tant que journaliste à Gaza, on lui a posé pas mal de questions pour ce sujet-là, mais toujours on se demande pour l'actualité ou bien pour la situation exactement à Gaza, vu que tout est fermé, notamment la dernière fois le passage de Rafah est fermé. Alors comment vous être en contact avec vos amis francophones, journalistes, etc. D'accord. En tout cas, merci pour ta participation. Je vais laisser Monsieur Rami répondre à ta question. Donc voilà sa question. Toi, comme journaliste, tu es au contact quotidien. Comment les journalistes peuvent y arriver à Gaza?
malgré la fermeture des passages. Malheureusement, concernant la bande de Gaza, pour le moment, il n'y a que le passage Erez, c'est le passage qui relie la bande de Gaza avec Israël, et c'est le seul passage qui fonctionne pour le moment. Et contrôlé par l'armée israélienne. Bien sûr, c'est contrôlé par l'armée israélienne, et malheureusement, pour entrer à Gaza en tant qu'étranger, il n'y a pas une grande possibilité, à part que soit on est journaliste, on a la carte de presse israélienne, soit pour les diplomates, et soit les cas humanitaires ou bien les ONG. Mais tout ça, ça se fait sur une coordination pour les faire entrer à Gaza. Donc voilà, ça montre un peu que le blocus, il est là 9 ans après. Bien sûr, les Palestiniens, ils ne peuvent pas sortir. Il y a quelques privilégiés qui ont des permis en tant que commerçants ou bien businessmen. Eux, ils peuvent circuler ou aller vers la Cisjordanie ou bien même avec beaucoup de difficultés. Bien sûr, et les 3 derniers mois, ils ont baissé le nombre de permis donnés à ces commerçants-là. Avant, il y avait des milliers. Là, on parle juste de quelques dizaines, même pas, qui ont ce privilège pour sortir de la bande de Gaza. Voilà, donc ça montre un peu la situation, la dégradation de la situation et la souffrance au quotidien des Palestiniens de Gaza, et notamment le problème de blocus, le problème de fermeture de frontières et les fermetures des passages qui empêchent les patients, les malades, les étudiants de quitter la bande de Gaza pour aller donc se soigner dans les hôpitaux étrangers, soit pour des séminaires et des colloques universitaires, soit pour bénéficier des bourses universitaires. Malheureusement, donc c'est le contexte difficile. Voilà, pour revenir à notre question avant l'appel de Bara'a sur le soulèvement populaire, on a dit que malheureusement, si je comprends bien, que ni les factions palestiniennes, ni les partis politiques, ni l'autorité palestinienne, ils n'ont pas ce soutien, même si dans leur déclaration, on voit qu'ils soutiennent en général, dans la déclaration des partis politiques, ils disent que nous sommes pour une troisième intifada, mais on n'est pas encore arrivé à une troisième intifada. Au début, il y avait un soulèvement, ça poursuit, mais il y a une baisse, un recul récemment. Et je pense ni l'autorité palestinienne comme représentant officiel du peuple palestinien, ni les partis politiques d'opposition, soit dans le pouvoir, ils n'ont pas malheureusement soutenu, ils n'ont pas encouragé donc le développement de ce soulèvement. Oui, bien sûr. Moi, en tout cas, parler d'une intifada ou bien organiser une intifada, moi, j'y crois pas à tout ce qui est organisé. Une intifada ou un soulèvement, ça vient tout seul. Comme on a vu il y a 9 mois, comment les jeunes ils se sont soulevés eux-mêmes. Il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas de quelque chose d'organisé, mais plutôt c'est une initiative personnelle. C'est les gens qui ils en ont marre de l'occupation, ils en ont marre, ils ont plus confiance aux factions politiques, donc ils voulaient changer un peu les règles du jeu entre l'occupation et les Palestiniens. Mais malheureusement, quand on a vu ce genre de soulèvement, on n'a pas vu par exemple un grand soutien avec les familles des martyrs, on n'a pas vu un soutien pour ceux qui sont blessés par exemple, et surtout ou arrêtés, et même surtout on a vu l'agressivité du côté de l'armée israélienne contre ces jeunes-là. On parle le plus âgé de ces jeunes-là, il a 20 ans. On a vu la dernière fois comment il y a eu l'exécution sommaire contre juste un jeune garçon qui a juste un couteau, et la riposte israélienne était beaucoup plus forte que ça, et c'est des tirs tout de suite, et c'est pour ça on a vu même la réaction du côté israélien et surtout l'armée israélienne, comment ils réagissent avec ces gens-là, comment ils vivent sous cette peur-là, et donc ils tirent sur tout ce qui bouge, et c'est pour ça qu'on peut pas dire que ce soulèvement ça s'est calmé ou bien il n'y a plus de soulèvement, mais c'est juste une question de temps, et je suis sûr que tant qu'il y a occupation, tant qu'il y a résistance. Bien sûr, la résistance est légitime sous toutes ses formes parce que nous sommes occupés, et la loi internationale il donne à tout peuple occupé le droit de résister, de s'opposer à l'occupation, à la colonisation, et on a commémoré le 68e année de la catastrophe Nakba la semaine dernière, le 15 mai, donc, et avec nos principes, ça veut dire le droit au retour est sacré, et nous sommes très attachés à notre Palestine, nous ne partirons pas, c'est ici notre terre. Et justement, par rapport à votre analyse sur le manque de confiance dans les partis politiques, et que les jeunes désespérés, c'est eux qui guident et qui
dans le soulèvement populaire. Avant-hier, vendredi, en tant que professeur de français, j'ai participé via Skype parce que je ne pouvais pas sortir comme des milliers de Palestiniens de Gaza. Via Skype, un colloque très intéressant sur le rôle des femmes dans la société. Et j'ai fait une intervention sur les femmes et conflits et j'ai abordé l'histoire des femmes palestiniennes dans le conflit, soit les femmes dans la résistance, la femme dans la société, la femme politique, la femme engagée. Et c'était donc lors des rencontres sur les voies d'Orléans à Orléans, au centre de la France, le vendredi 20 mai. Et justement, dans mon analyse, dans mon intervention, les gens, ils m'ont posé beaucoup de questions sur un point que j'ai développé. Tu me confirmes ça à travers ton analyse, que justement, il y a les femmes palestiniennes, les jeunes filles. Il était très actif, il était même en première ligne de conflit lors de la première intifada en 1987. C'était elle, soit une jeune fille qui lançait la pierre à côté de garçons, soit la mère ou la grand-mère qui cassait la pierre pour permettre aux jeunes de continuer à lancer des pierres. Deuxième intifada, on a vu même des femmes et des jeunes filles kamikazes. Il y avait même des femmes mariées kamikazes, il y avait même des jeunes filles donc combattantes, résistantes. Actuellement, en 2015-2016, même dans les manifestations, soit des manifestations pour célébrer donc un anniversaire, un événement national ou commémorer des moments comme la Journée de la Terre et même quand il y a un bombardement ou une manifestation pour protester contre par exemple la division, on voit moins de femmes. Et moi je disais, mon point de vue, que les femmes palestiniennes comme toute la population, ils sont enfermés chez elles, mais pour élever leurs enfants, ça veut dire élever et remonter le moral aux jeunes désespérés, aux maris, au chômage, mais ils sont moins présentes, les femmes, dans les partis politiques. Donc, est-ce que on peut dire qu'on assiste à une crise politique dans le territoire palestinien et un manque de confiance de toute la population, pas seulement les jeunes, en ces partis politiques? Non, moi, je crois que la présence des femmes est toujours là. On a même pendant l'année dernière, pendant le soulèvement, on a vu beaucoup de jeunes filles de 14 ans et de 15 ans qui sont soulevées, qui ont pris leur couteau pour lutter contre l'occupation. La femme est toujours présente dans la lutte palestinienne depuis longtemps, depuis le début de l'occupation. Mais si on voit de moins en moins de femmes qui participent dans la vie politique, je crois que c'est plutôt parce que la condition, si on veut parler juste de la bande de Gaza, la condition de vie est tellement difficile que les femmes ils cherchent à trouver un travail ou faire autre chose pour leurs enfants ou bien pour essayer d'avoir une meilleure vie pour leurs enfants. C'est pour ça qu'on les voit moins en moins dans la vie politique et surtout qu'on est dans la bande de Gaza et la bande de Gaza maintenant est dirigée par le Hamas qui est considéré comme un peu conservateur, donc c'est pour ça qu'on voit de moins en moins des femmes, quoique dans les factions du Hamas, ou bien la faction du Hamas, on trouve une présence féminine, mais c'est pas comme avant. Et surtout, si on veut parler de vie politique, la vie politique en général à la bande de Gaza est un peu gelée. C'est pas, il y a pas juste un manque de présence des femmes, mais plutôt je vois que la vie politique en général à Gaza est gelée. Voilà, donc mais par rapport, pour revenir un peu aux femmes, je pense, même si le rôle politique il a un peu reculé, mais il y a de plus en plus un rôle économique, un rôle social, parce que le rôle économique, même après la mort de son mari ou même son mari qui est blessé ou détenu, les femmes, ils peuvent créer de coopératives donc, et de petites usines, petits projets pour aider donc bien sûr, elles sont présentes dans la société, elles sont fort présentes, oui, mais c'est juste quand on parle de la vie politique, en général la vie politique à Gaza, il n'y a pas vraiment une vie politique à Gaza, il y a juste un seul pouvoir qui domine et donc on ne voit pas d'échange de vie politique pour parler de présence de femmes. Mais si on parle de la femme dans la société, au contraire, non, la femme c'est elle qui fait tout, surtout avec le grand nombre de chômage et les gens ils trouvent pas les hommes ils trouvent pas un travail. On parle plus de 60% de cas
40% de chômage chez les hommes et 60% des femmes qui ne trouvent pas de travail. Et surtout à la bande de Gaza, on a beaucoup de diplômés. Et chaque année, les 3 dernières années, on a plus de 100 000 nouveaux diplômés. Et parmi les 100 000 nouveaux diplômés, il n'y a aucun qui a trouvé un travail. Et c'est pour ça que on peut pas dire que il y a plus de présence féminine. Voilà, merci pour ces éclairages. On va aller en deuxième sujet. Au début de ce mois de mai, la bande de Gaza, pendant 3 jours, a subi des bombardements israéliens. Il y avait quelques affrontements entre les factions de Gaza et l'armée de l'occupation israélienne qui a essayé de bombarder. Il y a une mort, une dame de 50 ans avec 12 blessés et surtout des dégâts matériels donc importants dans la bande de Gaza pendant les 3 jours de bombardements qu'ils ont visé plusieurs localités, plusieurs villes et villages au sud, au nord et même dans la ville de Gaza. Et la population, et c'est ça le plus important, ils ont peur, il y avait une crainte d'une nouvelle offensive militaire israélienne surtout, parce que le temps a beaucoup monté entre les factions de Gaza et l'armée de l'occupation. Il y avait des menaces, mais il s'est calmé. Je pense qu'il y a une intervention internationale, peut-être une médiation égyptienne, des Turcs, de Qatar, ça veut dire les gens proches des partis politiques et des factions de Gaza, et on a évité le pire, voilà. Mais cette situation peut revenir à n'importe quel moment. Ça veut dire, si on comprend bien, c'est Gaza, il peut s'exploser à n'importe quel moment. Pourquoi on est arrivé à ça? Est-ce que c'est la faute de la division, la faute à la communauté internationale, et bien sûr l'armée de l'occupation et les objectifs? Donc c'est l'agresseur, c'est l'occupant, c'est le colonial. Donc, mais pourquoi on a laissé Gaza tous les 2-3 ans? Il y a une offensive militaire, il y a une guerre. Et après, tout le monde, des manifestations, il y a des gens de bonne volonté qui vont pleurer dans les rues de Paris, de Bruxelles et de Rome et dans toutes les capitales européennes au mondial. Et le lendemain, il y aura des visites donc diplomatiques et humanitaires après une conférence internationale pour l'aide comme chaque agression. Et pourquoi on est arrivé à cette situation tous les 3-4 ans? Il y a une agression israélienne avec des conséquences dramatiques sur la population civile. Mais on est toujours sous occupation, donc la guerre ça peut se faire n'importe quel moment et n'importe quelle heure. Mais il faut être un peu objectif et parler de la division palestinienne. Il y a une vraie division palestinienne, on a 2 projets de 2 factions, les plus grandes factions. On a un projet de résistance et on a un projet de paix. Et malheureusement, la Cisjordanie, c'est gouverné par l'autorité palestinienne, et malheureusement pour Gaza, c'est le Hamas. Et donc le Hamas pour eux c'est la voie militaire, et pour la Cisjordanie, l'autorité palestinienne, c'est la voie de la paix. Mais dans les 2 cas, on n'a pas vu un succès au niveau de la paix, on n'a pas vu un succès au niveau de la résistance militaire. Et donc c'est pour ça que tant que il n'y a pas une union entre les Palestiniens, tant qu'il y aura toujours des agressions contre la bande de Gaza, et surtout à chaque fois des guerres. Ce qui s'est passé au début mai, c'est attendu à n'importe quel moment. Déjà à Gaza, il n'y a plus d'espoir pour les Gazaouis, il n'y a plus d'espoir pour les gens, et surtout il n'y a pas de raison politique pour le Hamas. Et donc on a vu que Mais pourquoi ici on accuse les Palestiniens? C'est vrai, ils sont divisés, c'est une honte la division, mais pourquoi on n'accuse pas le gouvernement israélien? Pourquoi on n'accuse pas la communauté internationale silencieuse devant les Non, c'est pas ça. C'est que c'est pas question d'accusation. L'occupation israélienne, c'est en premier degré, c'est eux les responsables. Mais comment éviter le pire? C'est ça la question. On est toujours sous occupation, que ce soit en Cisjordanie ou bien dans la bande de Gaza. Mais c'est juste comment éviter le pire. Et pour éviter le pire, il faut toujours être unis. On peut pas éviter le pire quand on n'est pas unis. Et la division, ça rend service que à l'occupation, ça rend pas service aux Palestiniens ou aux autres factions. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui s'est passé là récemment, et ça peut
se refaire dans les jours à venir, c'est que les Israéliens ils considèrent que les tunnels que le Hamas creuse contre les Israéliens, c'est un vrai danger stratégique. Et pour le Hamas, c'est considéré comme c'est la seule arme stratégique contre l'occupation, et surtout s'il va y avoir une guerre. Et donc c'est pour ça que les deux ils veulent chacun garder cette arme-là, et c'est pour ça qu'à n'importe quel moment ça peut dégénérer à nouveau. Et moi je suis sûr que s'il y a eu une médiation cette fois-ci et que le Qatar et l'Égypte ils se sont intervenus, mais je crois que les jours à venir, si ça va se reproduire, je ne crois pas qu'on va éviter une guerre. Moi je vois que la guerre se rapproche, et les bruits de bottes ça se rapproche de plus en plus. Oui, mais justement, ça montre un peu une responsabilité de la communauté internationale qui, malheureusement, elle est silencieuse devant les crimes israéliens. Et ça répète depuis longtemps. Il y avait 2008, 2009, 2012, 2014. Il y a toujours une silence complice. Et justement, on va relier ça avec la troisième question sur l'initiative française pour la paix. C'est vrai, cette initiative elle n'a pas été encouragée par les... Maintenant, on apprend qu'il y a le 6 juin, donc en France, une conférence internationale pour la paix, avec une absence israélienne et absence palestinienne, une présence internationale. Et c'est ça, je pense que la communauté internationale officielle, heureusement qu'il y a des solidaires, il y a des gens de bonne volonté. Justement, la semaine prochaine, il y aura 2 solidaires qu'on va les inviter pour notre émission. On va en parler après, mais le problème ici, pourquoi le monde entier ne bouge pas? Est-ce qu'il y a des intérêts avec Israël? Pourquoi on n'arrive pas? Ça veut dire si on va prendre l'occupation israélienne, l'armée israélienne, le gouvernement israélien, c'est un gouvernement d'extrême droite. Quand il y a une montée ou remontée d'extrême droite en France, en Europe, on parle à la une. Donc, mais en Israël, on parle moins. Il y a depuis 3 ans le gouvernement de Netanyahou, et récemment, ça c'est le cible de notre quatrième question sur la nomination de Lieberman comme ministre de la Défense. Donc, pourquoi la communauté internationale et jusqu'à maintenant, il tient une silence complice avec les crimes israéliens? Oui, malheureusement, ce qui se passe, c'est pas nouveau. C'est depuis longtemps, depuis qu'il y a eu l'occupation de la Palestine, la communauté internationale ne bouge pas. Malheureusement, il bouge juste quand il y a des catastrophes et quand il y a du sang qui coule, et c'est toujours au côté palestinien. Du côté le sang qui coule du côté palestinien. C'est pour ça que malheureusement Israël est considéré comme une zone de non-loi. Au contraire, personne ne bouge quand il y a quelque chose. Mais quand il s'agit d'une requête qui est lancée vers Israël, tout le monde se mobilise et tout le monde en parle. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des intérêts économiques? Est-ce que Israël c'est pas hors la loi? Oui, c'est considéré. Je crois pas que c'est juste question d'intérêt économique, mais c'est plutôt aussi la peur d'Israël d'être toujours menacé, ou bien d'être toujours traité d'antisémitisme ou bien d'antisémite. Et donc c'est pour ça ils ont peur de parler quand il s'agit de quelque chose, ou bien de bouger. Mais je vois moi que récemment la société, ou bien les sociétés des pays, surtout à l'Europe, ils commencent à être un peu sensibilisés de la question palestinienne, et je vois qu'ils se mobilisent de plus en plus de ce qui se passe. Et c'est pour ça que si on va parler d'Israël, malheureusement, c'est toujours le cas. Il y a un appui, il y a un support aveugle de la part des États-Unis, qui sont les plus forts dans le monde. Et donc, Israël, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas que avec nous. Même l'Europe, maintenant, il suit le modèle américain. Oui, justement. Là, récemment, il devait avoir une initiative française de François Hollande qui voulait rebouger la. Il a renoncé à cette initiative. Oui, mais il s'est satisfait par une conférence, mais... Oui, justement, il voulait faire il y avait une initiative de la part de François Hollande, mais les États-Unis... Il a envoyé le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères dans le territoire palestinien en Israël, mais Israël a refusé officiellement, et malheureusement, il n'y a pas eu une réaction. Au contraire, il n'y a pas ni personne à critiquer, personne à oser dénoncer ça. Voilà, on va prendre une pause et on va revenir à ce débat très intéressant avec toi, Rami. Merci. Je suis né dans un pays
qui n'existe pas. Je suis né sur une terre qui n'est plus à moi. Une terre occupée, une terre piétinée, une terre autonome sur le papier. Je suis né sous les you-you et les cris de joie. Je suis né après bien d'autres dans le camp trop étroit. La mer était ma frontière, mon sanctuaire, pour oublier les colons, le blocus et la misère. J'ai grandi bercé au son des récits de l'exil. J'ai grandi au creux des vies suspendu à un fil. Le fil d'un espoir tenace dans l'impasse. Un jour oui la tête haute, nous aurons notre place. Nous aurons notre place. Nous aurons notre place. J'ai grandi trop vite entre deuil et oubli. J'ai grandi en tutoyant l'horizon infini. Le sable chaud sous mes pas me portait vers l'au-delà. Je serai si grand, si fort, on ne verra que moi. J'ai vécu à Gaza sans jamais en sortir. J'ai vécu de jour en jour sans remords ni soupir. Malgré les barbelés, le couvre-feu, les blêmés, j'ai chéri au fond de moi le rêve d'en échapper. Le rêve d'en échapper. Le rêve d'en échapper. J'ai vécu les vagues humaines de l'intifada. J'ai vécu cortège et grève, drapeau à bout de bras. Nous chantions à plein poumon notre passion, tandis qu'au-dessus de nous paradaient leurs avions. Je suis mort à ton menti d'une balle perdue. Je suis mort assassiné par un homme inconnu qui croyait faire son devoir en tirant dans le brouillard sur des ombres ennemies aux armes dérisoires. Je suis mort comme 1000 autres, 1000 après 1000 avant. Je suis mort un soir d'automne, un soir de Ramadan. Mais je ne voulais que vivre, vivre libre. Je ne voulais qu'être libre. Je ne voulais qu'être libre. Bonjour de Gaza la vie, nous sommes le dimanche 22 mai 2016, nous sommes enchantés d'être avec notre ami journaliste Rami Aboujamou, journaliste francophone qui est en train d'analyser la situation actuelle dans le territoire palestinien et en particulier dans la bande de Gaza avec les différents événements, le soulèvement populaire, les menaces israéliennes récentes contre la bande de Gaza, l'initiative française pour la paix et la nomination de l'extrémiste Lieberman comme ministre de la Défense et les conséquences sur l'avenir de conflit israélo-palestinien et le processus de paix. Donc, on parlait un peu de la troisième élément, ça veut dire que le gouvernement israélien refuse toutes les initiatives de la paix, il n'a jamais appliqué les accords de paix et malheureusement, il est soutenu par les États-Unis, l'Europe officielle. Heureusement, dans ce monde, il y a des gens de bonne volonté, il y a des solidaires de la cause de justice, la cause palestinienne. Voilà, merci beaucoup Rami d'être avec nous pour ce débat très intéressant sur les différents événements, la situation actuelle dans le territoire palestinien. On va parler maintenant, voilà justement, il y a un silence complice de la part de la communauté internationale. Dans les territoires palestiniens, la situation c'est empire. Il y a l'occupation israélienne, il y a la colonisation, le mur d'apartheid. À Gaza, il y a le blocus, les fermetures de frontières. Et récemment, il y a un gouvernement, depuis 3 ans, il y a un gouvernement d'extrême droite, un gouvernement des extrémistes qui gouverne, ça montre un peu la dégradation de la société israélienne. Maintenant, comment tu lis, toi, comme journaliste francophone, la nomination de l'extrémiste Lieberman comme ministre de la Défense dans le gouvernement d'extrême droite? Nous avons un appel. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je suis Nicole Bruxelles, je suis du Mouvement de la Paix en France. Nicole Bruxelles, comment allez-vous? Francophone Gaza la vie, bonjour de Gaza la vie, la radio que nous soutenons, voilà, du Centre de la Paix de l'Université d'Al-Aqsa et notre ami, grand ami Ziad Medouk, dont nous suivons beaucoup toutes les activités. En tout cas, ça nous fait plaisir. Voilà, je ne peux pas écouter votre émission, j'ai un peu des soucis informatiques en ce moment, voilà.
ça, mais voilà, je viens participer à vos débats sur la situation. En tout cas, est-ce que j'ai dans le studio, d'abord, merci beaucoup Nicole pour ton appel. J'ai dans le studio M. Rami Aboujamil, journaliste francophone qui est en train d'analyser. Est-ce que tu as une question à dire? Est-ce que tu peux parler du mouvement de la paix? Parce que justement, on parle des gens de bonne volonté en France et en Europe sur leur... Je ne pas très bien, Ziad. Non, ce que je voulais te dire, c'est que là, actuellement, on est très déçus. Il y avait une initiative proposée par la France pour faire une conférence internationale et relancer des négociations. Alors, bon, ces négociations, on est très, très dubitatifs, mais enfin, on pense que c'est la seule chose qui pourra résoudre le problème. Ce sont des négociations. Et alors, bon, il y a eu des pressions et le gouvernement français s'est déjugé et la conférence qui était prévue le 31 mai, les États-Unis ont déclaré qu'ils n'étaient pas très favorables, enfin ils ne pouvaient pas venir et le gouvernement français a reporté cette conférence et le gouvernement a une attitude un peu négative par rapport à des positions qui ont été prises par la France à l'UNESCO, en particulier pour la vieille ville de Jérusalem, quoi. L'UNESCO a dit, enfin... Mais vous continuez, vous, mouvement de la... Nicole, vous, comme mouvement de la paix, vous continuez vos actions de solidarité, donc des manifestations, des actions... oui, tout à fait. On a des actions de solidarité, disons, financières, même morale et financière par rapport à la radio, puisque... Et des manifestations, ça veut dire... le comité pour soutenir financièrement la radio francophone de l'université, voilà, du Centre de la Paix. On va essayer de faire des petites collectes et d'envoyer des sur place, vous faites des manifestations, des actions. On fait connaître aussi, on diffuse ce message Ziad dans les réseaux des comités du mouvement de la paix, voilà, et on continue à croire toujours à la reconnaissance de l'État palestinien. Est-ce que tu as un message adressé à Gaza et à la population de Gaza via cet appel? Alors le blocus de Gaza, évidemment, ça fait partie aussi des problèmes. On n'a pas d'action spécifique actuellement sur Gaza, mais je pense à des actions par rapport à la liberté de circulation, parce que tu as été empêché de venir plusieurs fois, oui. à un colloque d'une université. Nous avons de notre côté des copains qui veulent aller à Gaza. Nous avons par exemple une cinéaste que tu connais bien qui a réalisé un film en Cisjordanie, qui voudrait réaliser un film sur Gaza, et on n'arrive pas à rentrer, quoi. On n'arrive pas, on n'essaye même pas de rentrer, puisque c'est... Est-ce que tu as un message, Nicole? Est-ce que tu as un message à la fin adressé à la population de Gaza? Quel est ton message pour les gens de Gaza, la population de Gaza? Eh ben, les gens de Gaza, nous leur adressons toute notre solidarité de la France, des mouvements citoyens en France, hein, parce que en France, on est engagé dans des mouvements sociaux très importants, c'est-à-dire que on est en train de nous cacher certains acquis sociaux, un modèle social de la France, et on agit beaucoup avec les syndicats, enfin les partis politiques, c'est-à-dire que la Palestine apparaît un peu en retrait dans nos préoccupations. Néanmoins, le mouvement de la paix, en tout cas moi et un petit groupe d'amis, on ne cesse pas d'y penser. On est en train de lancer une campagne de sanctions contre Israël, parce qu'Israël a une attitude absolument scandaleuse. On lance une campagne de sanctions auprès de l'Union européenne pour dénoncer l'accord d'association Union européenne-Israël. Et nous pensons que nous allions y arriver. Là, cette campagne elle est en train de se mettre en place. En tout cas, merci beaucoup, Nicole, merci beaucoup, Nicole, pour ton appel et pour ton message de solidarité. Et merci beaucoup, Amitié. J'envoie un message à tous les jeunes, à tous les Palestiniens. Vous êtes un exemple de courage, de ténacité, d'optimisme aussi, parce que vous y croyez, vous êtes bien obligés. Mais en même temps, on pense beaucoup, beaucoup à vous, même si merci beaucoup, il n'y a pas assez d'action pour vous merci soutenir. Beaucoup, voilà. Merci on beaucoup. pense beaucoup à vous, et je vous envoie la solidarité de ma part et de la part de tout le mouvement, même s'il est un peu, s'il ne se manifeste pas assez. Voilà, je vous embrasse tous. Merci beaucoup, Nicole. Ça nous fait plaisir d'avoir un appel d'une solidaire comme vous. Donc, vous représentez le mouvement de la paix. Donc, il faut représenter la solidarité internationale avec Gaza. Et donc, voilà, Rami. Donc, voilà, il y a une attitude officielle de l'Europe officielle, mais
heureusement, il y a des gens de bonne volonté, des mouvements donc solidaires, mouvements donc social, associatifs qui soutiennent la cause palestinienne à travers des manifestations, des conférences pour la Palestine. Bien sûr, ça fait plaisir d'entendre cette voix, la voix solidaire avec la Palestine et avec la population palestinienne. Ça fait plaisir d'entendre tout ça, surtout que c'est bien de connaître et de faire savoir qu'il y a des gens qui nous soutiennent, qui sont à l'autre bout du monde, mais ils sont avec nous, avec leur cœur. Ils essayent de faire tout, ils essayent de faire des sanctions contre Israël, ils essayent de briser le blocus. Et ça fait plaisir d'entendre ce genre de voix et que pour la population palestinienne et surtout pour les gens palestiniens, ils ne se sont pas seuls dans cette lutte contre l'occupation, mais aussi il y a d'autres personnes dans le monde qui croient à cette cause palestinienne qui est une cause juste et qu'il faut un jour finir avec de l'occupation. Donc voilà, heureusement qu'il y a des gens comme Nicole, comme Mouvement de la Paix, comme les associations de solidarité en France, mais partout dans le monde, qui continue à soutenir la cause palestinienne, la cause de justice. Donc le débat est très intéressant avec toi, Rami, mais on arrive à la fin de cette émission. Donc ma dernière question, comment on te voit, quelles sont les perspectives? C'est vrai, la situation est de pire en pire dans les territoires palestiniens, avec l'absence de perspectives, notamment dans la bande de Gaza avec le blocus, les choses ne changent pas, ne bougent pas, la situation est stagnante. Comment tu vois les perspectives et l'avenir à partir de ces différents événements qu'on vient de débattre ensemble? Bien sûr, tant qu'il y a ce gouvernement chez les Israéliens ou ce gouvernement israélien, on est sûr qu'on va aboutir à rien du tout, ni de la paix, ni de négociation, ni intervention internationale, rien du tout. Malheureusement, surtout avec la dernière nomination de Lieberman, c'est presque une déclaration de guerre, non seulement que pour la Palestine, mais aussi dans le monde qui nous entoure aussi qui n'arrête pas de les menacer. Et moi, je vois que ce gouvernement, il a juste une seule langue, c'est la langue de la guerre. Et avec cette nomination, c'est vraiment une déclaration de guerre. Et malheureusement, le processus de paix, il est gelé. Et le seul choix maintenant, c'est pour les Israéliens, c'est faire d'une guerre, et surtout contre la bande de Gaza. Et je vois que cette guerre-là se rapproche bientôt. On espère donc qu'il n'y aura pas de guerre, qu'il y aura la paix. Et donc, avec le mot paix, on arrive à la fin de cette émission. En tout cas, merci beaucoup, Rami, pour ta venue et pour ces détails, ces explications. C'est toujours un plaisir d'assister à cette émission que j'aime beaucoup. Ton analyse, très approfondie sur la situation, sur les événements. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Donc, la prochaine émission aura lieu le dimanche prochain, 29 mai 2016, de 14h à 15h heure française. Justement, on va inviter 2 solidaires français. On visite dans la bande de Gaza. Donc, malgré le blocus, la fermeture de frontières, il y a des gens de bonne volonté qui essayent de briser le blocus de Gaza pour montrer le soutien de la société française civile à la cause palestinienne, la cause de justice. Merci beaucoup. Amitié de Gaza, la vie, au revoir.